Dans cette société souvent centrée sur le mouvement, sur la jeunesse, on a tendance à oublier les plus anciens d'entre nous. Et on a tendance à oublier le temps qui passe. Et donc, une des marques, je crois, de la Fondation, un des marqueurs des enjeux pour réussir la société de la longévité, c'est justement de pouvoir écouter, dialoguer avec tout le monde, y compris avec les plus âgés. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette démarche qui a démarré à Marseille, mais qui va se poursuivre un peu partout en France, d'aller entendre, d'aller écouter, d'aller dialoguer avec, par exemple, les habitants des maisons de retraite médicalisées. Il y a, on va dire, 1 an et demi en arrière, vous vous étiez tous retrouvés pour faire des interviews sur le thème de territoire mémoire de vie. Et ces petites interviews ont été ensuite réunies dans un livre qui se trouve juste ici. Et vous allez voir que chacun d'entre vous a sa page, a sa photo pour certains, et surtout son histoire. Derrière tout ça, c'est la question majeure de la transmission. On vit à différentes générations, mais ça n'a aucun intérêt si les générations les plus anciennes ne transmettent pas quelque chose aux générations les plus jeunes. Toute expérience vécue sur le terrain peut apporter, au point de vue éducation, beaucoup. On a besoin de s'ancrer dans un territoire. On s'ancre dans une histoire et on s'ancre dans un territoire. Je suis bordelais d'adoption et fier d'être bordelais. C'est une ville magnifique. Puis en plus, on a un environnement exceptionnel. La mer qui est proche, la montagne qui n'est pas loin, et les vignobles, bien entendu. Donc il nous semblait absolument essentiel, encore plus pour des gens âgés, de les ancrer dans ce territoire, de leur permettre finalement, eux qui ont des racines, de pouvoir s'appuyer sur ces racines pour nous dire quelque chose. Mes grands-parents habitaient Saint-Urbache, un petit village. Je suis une paysanne, moi. Moi, j'habite au bord de la mer, enfin au bord de l'océan Atlantique. Ah oui. J'étais tout à fait au bout, ça s'appelait la Pointe de Grave. On prenait le bac, alors déjà d'être dans le bac, c'est les vacances. Oui, c'est sûr. C'était les vacances, on était heureux comme tout. Ah oui, d'accord. La transmission, c'est quand même au cœur de nos sociétés. Il n'y a aucune société qui a un futur, il n'y a aucune société qui avance s'il n'y a pas de la transmission. On a démarré à Marseille, où il y a eu, il faut le dire, un très gros succès. On a décidé ensuite de poursuivre l'aventure, de poursuivre le Tour de France à Bordeaux. On voit bien déjà aujourd'hui, ça fonctionne extrêmement bien. Et puis, après-demain, ça sera dans une autre ville, sur un autre territoire. On est très honorés de vous avoir, Monsieur Gendreau. Monsieur Gendreau, vous êtes résident dans un EHPAD qui s'appelle Villa Gabriel aujourd'hui. Et aujourd'hui, on avait envie que, en tant que vieux Bordelais, vous nous rappeliez un peu votre vie, votre histoire, il y a de longues années. Quelle a été votre profession, qui est très emblématique, très symbolique, et quelle a été votre vie, en quelques mots. Oui, c'est une vie banale. Une vie banale, je ne suis pas un être exceptionnel. Bon, je m'excuse parce que là, j'ai extrêmement mal. J'ai une lombalgie qui recommence. Donc, on doit me faire des traitements, mais malheureusement, les infiltrations, ça ne va pas se faire tout de suite. Alors, je souffre énormément. Bon, ma vie, disons qu'une vie banale. Bon, mon père était chef de gare SNCF. Et dans ses dernières fonctions, il était chef de gare à Cognac. À l'époque, j'avais 18 ans, j'étais au lycée de sciences expérimentales, et mon désir était de faire médecine. À l'époque, il y avait Santé Navale à Bordeaux, qui permettait de suivre des études de médecine gratuitement, tout en étant engagé dans la marine, dans l'armée. Donc, je suis venu à Bordeaux pour faire l'examen préparatoire à médecine qui s'appelait à l'époque PCB. Physique, chimie, biologie. J'avais 18 ans. Bordeaux était à l'époque la belle endormie, c'est-à-dire une belle ville, mais où les gens vivaient tranquillement, ne se cassaient pas trop la tête parce qu'il faisait bon vivre. Et c'est une ville qui avait beaucoup de possibilités, on le voit maintenant, ça explose, c'est magnifique.
Donc j'ai fait ces études de physique, chimie, biologie dans un grand amphithéâtre qui se trouvait à l'époque au musée d'Aquitaine, rue Cours Pasteur. Donc un grand amphithéâtre qui contenait 500 ou 600 places. Les étudiants, des futurs médecins ou d'autres fonctions. Il y avait des cours communs, non seulement avec le PCB, mais avec d'autres écoles comme le SPCN. Bon, moi, j'étais bon élève, et puis comme j'étais un peu malentendant, je venais au premier rang. J'avais l'habitude de venir dans les premiers rangs. Et puis, alors que l'amphithéâtre se remplissait, j'étais pratiquement plein, et j'ai une dame qui, elle, était toujours à peu près en retard, il n'y avait plus de place derrière, qui se mettait devant. Et devant, elle s'est mise à côté de moi, et cette dame, je l'ai aidée pour suivre ses cours. À l'époque, il n'y avait pas d'enregistreur, donc il n'y avait même pas de polycopier. Elle s'est prise d'affection pour moi, et seulement mes parents n'ont pas du tout apprécié cette relation, d'autant plus que cette dame était plus âgée que moi. Et ont voulu mettre fin à cette relation. Donc ils m'ont dit, mon cher... Entre-temps, Monsieur Gendreau, comment vous êtes arrivé finalement à cette profession d'œnologue, de médecin du vin? Je vais vous le dire tout de suite. Voilà. Donc ils m'ont incité à faire mon service militaire plutôt que prévu. Normalement, j'étais sursitaire. Donc j'ai résilié mon sursis et je suis parti. Et tant qu'à faire, comme j'étais... comment je veux dire? Volontaire? Non seulement volontaire, j'étais patriote. Ah oui. J'étais patriote, je croyais en la Légion française, donc je me suis engagé dans les parachutistes. Voilà. Donc j'ai fait les parachutistes en Algérie pendant 30 mois. Donc j'ai fait la Batna, tout ça, j'ai bourlingué partout dans les Jebels. Et au retour, quand je suis retourné, donc entre-temps, mes parents n'avaient pas réussi à me séparer de ma dulcinée. On avait déjà des enfants. Pour poursuivre médecine, c'était difficile parce qu'avec des enfants, sans argent, pour suivre des années de médecine, 5 ans, c'est pas possible. Or, en regardant j'ai vu diplôme d'énologue. Diplôme d'énologue qui me permettait d'avoir, comme j'avais déjà le PCB, diplôme d'énologue, de rentrer dans la vie active plus rapidement. Donc j'ai fait ce diplôme d'énologie, du grec énos, vin, et logos, étude. Donc la médecine du vin, si on veut, mais la médecine dans le sens artistique, pas seulement curatif. Moi, je voyais le sens préventif, élaborer des produits, des œuvres d'art. Et vous êtes devenu un œnologue important. Je suis devenu, oui, j'ai travaillé durement, donc sans argent, mais j'ai travaillé beaucoup. Je crois que vous étiez référent pour les exportations. Dans un premier temps, j'ai été salarié chez les grands négociants de Bordeaux, en vin. Et puis après, je me suis installé tout seul à mon compte, monté un laboratoire d'analyse de vin et des conseils. Donc par rapport au médical, j'avais un laboratoire d'analyse de vin, comme un laboratoire d'analyse médicale, et les conseils en propriété. Donc à force de travail, j'ai eu une clientèle importante dans toute la Gironde, y compris des crus classés, même à l'extérieur, notamment en Charente, notamment dans le domaine des Pinots des Charentes, où j'ai contribué à l'élaboration des Pinots du château de Bollon, qui est un des meilleurs Pinots des Charentes, à Jurançon, tout ça. Vous notez les uns les autres. Et puis, les références de Monsieur Gendreau. Et puis à l'étranger. Mais je bossais énormément, d'ailleurs samedi, dimanche. Voilà. Des choses qu'on Monsieur ne fait pas maintenant. Monsieur Gendreau, si je puis me permettre, vous n'avez pas eu une existence banale.
Vous avez une Oui, vie et puis bien remplie, avec Une existence bien remplie. voilà, une bien existence bien remplie, Voilà. riche en aventures et Voilà. à la fois sentimentale, je dirais, et professionnelle. Voilà. Et alors finalement, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un EHPAD, un établissement Je me d'hébergement retrouve pour dans un personnes. EHPAD, Voilà. puis finalement, bon, j'ai 84 ans. Ma femme a 90. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis un peu plus de 5 ans. Donc, il faut s'occuper d'elle en permanence. Et notre logement, qui était extrêmement confortable, ne nous permettait pas, c'est pas tellement le logement, d'avoir, il fallait quelqu'un en permanence. Donc, comme en plus j'ai eu des petits problèmes de santé moi-même, donc on est rentré à la Villa Gabriel. Voilà. Il y a Donc un peu plus d'un an. la question que je voulais vous poser donc aujourd'hui, au vu de cette existence bien remplie, vous êtes aujourd'hui en EHPAD et ma question c'est est-ce que finalement l'accompagnement de cette situation qui a été quand même une situation difficile avec votre épouse, qui a été malheureusement victime de cette maladie dont on sait tous qu'elle est évolutive. Et vous me disiez qu'au départ, vous avez aménagé les choses à domicile, vous avez eu des aides de jour, vous m'avez dit 2 jours, de nuit, mais et puis ça n'a pas tenu. Plus difficile la nuit, quoi. Voilà, c'était compliqué, Et puis, trop compliqué, voilà. et tellement compliqué que Voilà. vous avez décidé avec votre fille. En plus, j'ai eu un problème, j'ai une bactérie qui m'avait atteinte et j'ai eu 2 mois de coma dans un hôpital de Bordeaux. Ma fille, mes enfants, dont ma fille Sylvie, qui a 62 ans, qui est pharmacienne, ils ont dû décider de prendre une décision, c'est-à-dire de nous mettre sous tutelle, moi et ma femme, et puis de prévoir notre entrée dans une maison de retraite. Voilà. Donc, moi, ma question, alors, je voulais vraiment avoir ce témoignage aujourd'hui. On aurait pu en prendre d'autres. Il y a eu énormément de personnes qui ont des parcours comme ça très riches et très variés et qui finalement sont obligés d'entrer en établissement. Et toute la question qu'on va se poser dans notre première table ronde, c'est de se dire, finalement, est-ce que le couple de monsieur et madame Gendreau, on a su l'accompagner ? Est-ce que finalement, on lui a proposé au bon moment les bonnes propositions d'accompagnement et je voudrais qu'on entre dans cette première table ronde à travers ce prisme-là de ce témoignage de monsieur Gendreau. Oui. Je crois qu'on va pouvoir essayer de tricoter autour de votre témoignage, monsieur Gendreau. Oui, d'accord. Merci beaucoup, beaucoup. Très bien. Voilà, merci à tous d'être avec moi ce matin pour parler du parcours de vie et non pas du parcours de soins. Donc ça, c'est une des premières corrections que nous avons faites avec Olivier en disant attention, ne nous limitons pas à ce terme de soins. On parle bien de vie et d'accompagner les gens pour une bonne vie. Olivier, je vais commencer par vous. Olivier Frézet, donc vous avez écrit 2 ouvrages. Vous avez beaucoup réfléchi sur cette notion de parcours de vie, je crois. On peut le dire depuis des années. Et j'ai envie de vous demander, donc vous avez écrit sur l'habitat intergénérationnel solidaire. Vous avez écrit plus récemment sur l'aidance. D'ailleurs, ceux qui voudront pourront acheter votre ouvrage à la pause. Pouvez-vous nous dire, Olivier, en quelques mots, c'est quoi pour vous le parcours de vie et l'accompagnement du parcours de vie ? Alors bonjour et d'abord merci. Alors très humblement, je vais resituer. Je pense qu'effectivement il faut parler, non pas se fixer sur le soin, parce qu'on s'adresse d'abord, et Serge l'a dit tout à l'heure, sur un territoire à des habitants. Les habitants, c'est des personnes comme vous et moi, et on sait très bien qu'en 5 minutes, on peut basculer d'un monde où on est tout à fait valide à un monde complet de la dépendance. Aussi bien au niveau de la personne elle-même que de l'autre qui est à côté, à savoir l'aidant. C'est pour ça que nous, on essaye de voir, au niveau de Bagatelle, un accompagnement psychosocial le plus en amont possible de la personne et de l'aidant, c'est-à-dire du couple aidant-aidé, afin de pouvoir l'aider dans son fil de soi, parce qu'on va dire que c'est un petit peu ce qui se passe au niveau de la vie de tout un chacun, et merci à M. Gendreau pour ce passage de votre vie, et effectivement de voir comment on peut être à côté de vous,
parce qu'accompagner, c'est effectivement manger le pain à côté de l'autre, et comment on peut, en reliant différents services, comme on le voit dans la salle aujourd'hui avec différentes entités, que ce soit du domicile, etc., d'essayer de relier toutes ces entités, non pas pour décider à la place de l'autre, mais pour s'asseoir à côté de lui, l'écouter, et à partir de là, éventuellement, co-construire un projet de vie, c'est-à-dire que veut-il ou que ne veut-il pas, et on a bien entendu la question de l'EHPAD. Au-delà de l'accident qui peut survenir, je rajouterais aussi que ce n'est pas, comme disait Serge, et à chaque fois on se charrie là-dessus, 8 millions ou 11 millions d'aidants. Moi, je pars du principe qu'on est tous des aidants potentiels. On alterne tout autour de la salle, là on peut interroger tout le monde, des situations où nous sommes à un moment donné l'aidé, à un moment donné l'aidant, et inversement. Et chaque fois, toute notre vie, ça sera comme ça. Comme je dis toujours, on est du verbe naître et on est du verbe être dépendant toute notre vie. Merci pour ce point de vue très personnel et presque philosophique sur le parcours de vie. Je voulais quand même revenir, moi, sur des choses très concrètes. La loi française définit la notion de parcours. C'est la loi de juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire, dans le champ de la santé, qui dit que le parcours se définit comme le continuum de l'accompagnement global des patients et usagers dans un territoire de santé donné, avec une attention particulière portée à l'individu et à ses choix. Chaque mot est pesé. Ce parcours, qui se caractérise à travers une approche par population ou par pathologie, consiste, à partir de la perspective de la personne ou de l'usager, ou des obstacles qu'il rencontre au long de son parcours, en la recherche de réponses aux besoins qui émergent au long de la vie, avec un handicap ou une maladie chronique. Et la suite est très intéressante aussi, parce que c'est vraiment ce qu'on a cherché à illustrer ce matin. Cette démarche associe les acteurs de santé et les usagers et nécessite l'action coordonnée des acteurs de la promotion de la santé, de la prévention, du sanitaire, du médico-social, du social, en intégrant les facteurs déterminants de la santé que sont l'hygiène, le mode de vie, l'éducation, le milieu professionnel et l'environnement. C'est un peu long comme lecture, un peu fastidieux, mais je pense que c'est important qu'on se dise tous que c'est fondamental de se rappeler que cette notion de parcours, elle est dans la loi, elle est dans nos valeurs. Et aujourd'hui, donc, on va essayer de voir comment chacun d'entre vous participe, intervient dans ce parcours. Je commencerai par Élodie Jay. Élodie, vous êtes, comment dit-on déjà ? Directrice d'agence Petit-Fils. Directrice de l'agence Petit-Fils à Voilà, Bordeaux. je représente Petit-Fils. Voilà. Et je voudrais que vous nous expliquiez, vous, à quel moment du parcours vous intervenez, qu'est-ce que vous proposez comme accompagnement ? Effectivement, nous, on intervient à domicile, donc on arrive assez tôt dans le parcours de la personne âgée. Nous, notre but, c'est de lui proposer, comme expliquait Olivier, du sur-mesure déjà, et l'écouter. Donc on est là pour vraiment l'aider dans les actes de la vie quotidienne grâce à des auxiliaires de vie, donc qui sont qualifiés, diplômés, pour permettre à cette personne de rester à domicile le plus longtemps qu'elle le souhaite ou qu'elle le peut. Après, on doit tous se coordonner pour que ce ne soit pas dangereux pour cette personne, mais essayer de l'écouter si elle souhaite rester à domicile le plus longtemps possible. Donc nous, on va arriver au stade assez tôt, très tôt dans la perte d'autonomie, par commencer par l'aider dans l'entretien quotidien de son logement jusqu'à sa fin de vie, grâce à ces auxiliaires de vie qui vont pouvoir assurer tout ce qui est aide à la toilette, le lever, le coucher, les aides au repas, l'accompagnement, le côté aussi social. On est là pour garder du lien. Et après, on se coordonne, nous, beaucoup aussi à domicile avec tout ce qui va être infirmier, médecin généraliste. Et ensuite, on travaille énormément aussi avec tout ce qui est assistante sociale des hôpitaux, des cliniques, des maisons de santé, pour assurer les sorties d'hospitalisation le mieux possible en écoutant vraiment la personne sur ses besoins, sur son envie aussi, de son parcours, son choix, et surtout aussi soulager les dents, comme on parlait. Nous, on vient soulager les dents, qui est à 80% quand même, la personne qui vient vers nous est à 80% les dents, et non la personne âgée elle-même. Merci Élodie. Autre maillon de la chaîne, Clovis, donc, qui représente finalement la famille des
des cliniques et des hôpitaux de soins de suite et réadaptation, soins médicaux de rééducation nouvellement nommés, je crois. Clovis, donc votre établissement intervient à quel moment? Qu'est-ce que c'est ce maillon du SMR? Alors dans les cliniques, bonjour à tous d'abord, dans les cliniques de soins médicaux et rééducation, nous accueillons aujourd'hui des patients qui sont de plus en plus âgés et de plus en plus médicalisés, d'où la transformation nominative. Alors c'est un signe de bonne santé finalement, celui de la médecine de ville et de toutes les prises en charge ultra variées que l'on a à destination du grand âge au niveau de la médecine de ville. En même temps, les durées moyennes de séjour en secteur hospitalier se sont considérablement réduites. Et donc l'occasion le passage en clinique SMR, c'est l'occasion de faire c'est une étape fondamentale, l'occasion de faire le point réellement sur ce que va devenir le patient après un parcours hospitalier dans une phase aiguë, compliquée, très peu parfois consenti. Et donc du coup, nous, il a fallu qu'on se réadapte et qu'on organise une prise en charge adaptée au grand âge, qui n'est pas une chose simple. Il faut du personnel formé, des équipements différents, des temps d'échange complexes avec des nouveaux professionnels qui interviennent de plus en plus, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des assistantes sociales qu'on n'avait pas avant sur ces cliniques-là. Et en même temps, on a repensé des parcours adaptés qui vont donc pour la préparation de l'après, mais aussi dans l'après, avec la création d'hôpitaux de jour. Et on a un hôpital de jour gériatrique qui va travailler sur comment on s'installe au domicile, quels sont les risques, comment on prévient les futures chutes. Voilà, tout le monde connaît les chambres des erreurs pour les soignants. Nous, on a une maison des erreurs, entre guillemets, pour nos patients âgés, et un certain nombre d'étapes comme ça qui vont permettre de suivre le patient, même après au domicile, et de faire une évaluation plus fine et d'anticiper des potentielles réhospitalisations. Donc on est sur ce secteur-là. Une petite anecdote peut-être pour laisser la parole à mes confrères après. On a souvenir d'une patiente qui était très dynamique, très volontaire, qui conduisait sa voiture avant de venir, qui a été un événement familial, l'a contraint à être hospitalisée. Elle est tombée dans une déshydratation, dénutrition, syndrome de glissement pour ceux qui maîtrisent le sujet. Donc une patiente vouée être condamnée pour sa famille et qui finalement, au détour d'une prise en charge un peu longue, y compris en hôpital de jour, a fini par arriver en hôpital de jour à la fin de son cycle avec sa propre voiture. Donc voilà, la réussite était pleine. L'objectif était bien effectivement de retarder la dépendance, de gagner du temps et de maintenir l'autonomie. Merci Clovis. Effectivement, donc pour continuer dans la variété et pour montrer la richesse dont on bénéficie en France, il faut se le dire, c'est une chance. Olivier Frézé, j'aimerais, qu'en tant que directeur de Domcare, dépendance et autonomie de la maison de santé protestante de Bordeaux, Bagatelle, en tant que acteur particulièrement passionné au service des personnes fragiles, et pilote d'expériences innovantes, vous nous parliez un peu des dispositifs que vous avez mis en place justement, qui viennent encore enrichir la palette des propositions. Alors, déjà le système Domcare qui peut paraître un nom barbare. Je reviens sur la notion de la dépendance. Effectivement, on a la personne qui est dépendante et qui va s'appuyer de plus en plus sur la personne aidante jusqu'au moment où ça explose. Ça explose comment ? Soit ça passe par des urgences, et notamment côté aidant, parce que l'aidant n'en peut plus, etc. Et donc, que fait-on de l'aider, etc. Enfin, c'est tout le cycle comme ça. Quand on entre dans la dépendance, on entre dans le troisième monde. Un monde qui est fait de codes et de langages particuliers. Si on n'a pas quelqu'un à côté qui nous aide à expliciter exactement ce qu'il y a, une sorte de passeur, traducteur du monde, on est complètement perdu. D'où l'idée en 2014, très bien soutenue d'ailleurs par Madame Delaunay, de créer 2 équipes en une. Une équipe sur 2 interstices, pas seulement visitées en France, les urgences et les danses. Une équipe, urgence nuit, permettant aux personnes âgées de sortir la nuit de façon sécurisée. Un binôme infirmier-aide-soignant qui intervient de 17h à 3h du matin, qui va voir la personne au niveau des urgences. On ne travaille pas sur du papier, parce que sinon, on voit très bien qu'on se fait avoir
à certains moments par rapport aux personnes. On vient vérifier que la personne veut bien rentrer à la maison, quand même, c'est la moindre des choses. Et à partir de là, on suit l'ambulance et on raccompagne la personne chez elle. Donc la personne se trouve sécurisée. Le lendemain matin, lien avec les médecins libéraux du territoire pour mettre en place un relais futur. Une équipe. On s'est rendu compte, c'est ce qu'on avait en tête, que ça serait beaucoup des chutes. 60%, aujourd'hui on a suffisamment de recul depuis 2014, 60% ce sont des chutes. Et 60% de ces situations-là sont transmises à l'autre équipe, une équipe de soutien aux aidants. Équipe pluridisciplinaire, avec un nom barbare en premier, technicien coordonnateur de l'aide psychosociale aux aidants, donc un métier qui est spécifique au niveau de l'aidance. C'est une licence pro qui est sur Bordeaux depuis 2009. Assistant social, ergothérapeute, psychologue. À partir de là, non seulement on s'est occupé de la personne qu'on a aidé à revenir la nuit des urgences chez elle, mais en même temps, on a un œil attentif, et je reprends ce que disait Serge Guérin par rapport à l'attention apportée à l'autre, un œil attentif par rapport à l'autre, et on co-construit pour les deux un projet de vie adéquat dans la continuité du domicile. On a aussi, mais ça c'est depuis un certain temps, et il y a des collègues de services de soins à domicile qui l'ont aussi, une équipe spécialisée Alzheimer, qui intervient donc au domicile des personnes sous forme d'ateliers avec des assistants de soins en gérontologie. Et depuis 2020, on a une équipe spécifique au niveau, toujours portée par le service de soins, par rapport à la maladie de Parkinson et par rapport à la sclérose en plaques. Là aussi, on a fait un focus sur l'aidant, qui est quand même le gène un petit peu de bagatelle, puisque là aussi, on a un professionnel dédié à l'aidance dans cette équipe, plus diététicien, psychologue, ergothérapeute, là aussi un métier très ouvert par rapport à l'évaluation au sens large, au niveau de l'environnement. Je ne vais pas dire évaluation globale, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, donc plutôt au niveau de l'environnement, et ensuite de pouvoir accompagner les personnes avec des ateliers au domicile. Je crois que voilà, ce que je disais un petit peu hier, j'ai la chance d'appartenir à une institution qui me permet de conjuguer un verbe que j'adore, qui est le verbe « oser ». Merci pour cet enthousiasme et effectivement c'est assez épatant hein, d'avoir ce foisonnement de propositions toutes plus affûtées, ajustées, adaptées aux besoins très particuliers et spécifiques de chaque personne. Autre façon d'agir pour le parcours, l'accompagnement du gérontopôle. J'ai souhaité que dans cette table on ait aussi ce regard de Myrtille qui elle intervient non pas en tant que productrice de soins en tant que telle, en tant qu'opératrice, mais en tant que catalyseur de ces offres, de ces actions au niveau du gérontopôle, et catalyseuse d'autant plus efficace, Myrtille, que votre parcours vous a amené à connaître finalement la plupart des maillons du parcours. Oui, certes, il y a mon expérience personnelle. J'ai été directrice d'EHPAD, j'ai été directrice de résidence-service. J'ai travaillé dans une start-up qui faisait de l'adaptation du logement des personnes âgées. Mais en fait, le gérontopôle, c'est toute une équipe et c'est une véritable expertise. On est 12 et avec des expériences et des expertises pointues sur les sujets du vieillissement. Donc, le gérontopôle a été voulu par la région et l'ARS, ce sont notre papa et notre maman. Et l'idée, c'était que cet organisme se coordonne tout ce qui peut se passer en termes de vieillissement sur l'ensemble du territoire néo-aquitain. On n'est pas là pour prendre la place d'eux, ça j'insiste vraiment, hein. On n'est pas là pour faire le travail à la place, mais on est là pour accompagner, pour aider, pour faciliter. On est un amplificateur. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se passent sur le territoire néo-aquitain. Il y a plein de projets. Alors j'aime bien cette image de dire que chacun y va de sa petite musique. Alors un petit duo à droite, un petit quatuor à gauche. Mais on travaille encore beaucoup en silo. Les gens ne se connaissent pas. Et donc l'idée du gérontopôle, c'est de promouvoir le bien vieillir au sein du territoire, avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème et de faire monter un maximum de monde sur la même scène et de coordonner un peu toutes ces musiques. Moi, j'aimerais bien l'orchestre symphonique, mais peut-être pour demain ou après-demain. Voilà. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les acteurs se connaissent. Et quand on parle de parcours, eh bien, dans nos adhérents, dans nos partenaires, nous avons des résidents-services, nous avons
des groupes de maisons de retraite, Corian notamment. Nous avons des SPASAD, des SIAD. Nous avons toute la chaîne. Nous avons Bagatelle, nous avons toute la chaîne du parcours. Et l'idée des bailleurs sociaux aussi, très très important, les bailleurs sociaux, parce que 30% globalement en moyenne de leur... On en reparlera tout à l'heure. Voilà. Donc il faut que ces acteurs puissent échanger, puissent travailler ensemble sur le sujet du vieillissement. Je pense qu'on est très en phase, Fondation Corian et les gérontopoles en général, sur cette démarche qui est de se réunir, se rassembler toutes ces forces vives qui finalement doivent aller dans le même sens et doivent tricoter ensemble ce parcours. Myrtille, vous pouvez nous donner 2 exemples d'opérations que vous avez comme ça catalysées. Vous avez été méchante avec moi parce que vu le nombre de projets qu'on développe, qu'on accompagne et qu'on suit, donc choisir 2 projets, ça n'a pas été simple. Donc j'ai voulu mettre en lumière un de nos adhérents, Edomi, qui est ici dans la salle représentée par Sophie Lagus, sa responsable développement, qui a mis en place une expérimentation de baluchonnage, donc dans le cadre d'une expérience nationale. Donc Edomi est un SPASAD de Bordeaux. On peut dire que c'est le plus grand SPASAD de Bordeaux. Et donc, l'expérience de baluchonnage, c'est de permettre à un baluchonneur ou une baluchonneuse, je crois que c'est plutôt des baluchonneuses quand même, le répit à des aidants. C'est-à-dire que pendant 3, 4, 5 ou 6 jours, cette personne va se rendre au domicile de la personne aidée, 24 heures sur 24, permettant aussi ainsi à l'aidant de se reposer. Donc, il va prendre la place et pour la personne aidée, elle va rester chez elle, donc avec ses habitudes, avec son environnement, avec le confort auquel elle est habituée. Alors, ça permet le répit, mais bien sûr aussi, il y a une démarche de formation auprès de l'aidant pour ça soit plus simple, que son quotidien soit plus simple. S'il y a des gens qui sont intéressés ici dans la salle par le baluchonnage, eh bien, je vous invite pendant les pauses à rencontrer Sophie Lagus qui sera donc sur notre petit stand, le stand du Gérontopole. Ensuite, un deuxième projet dont je voulais vous parler, c'est un projet qui a été mené par Raphaël Roguet, un de mes collègues qui est responsable du pôle accompagnement politique publique. Et donc, il a travaillé avec tous les bailleurs sociaux de la place, tous les gens qui étaient concernés par l'adaptation du logement et le vieillissement au sein du parc social. Et donc l'idée, c'était de faciliter, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc 30% des locataires des bailleurs sociaux sont des personnes âgées, et donc les bailleurs sociaux qui sont très impliqués dans cette démarche de l'accompagnement du vieillissement, eh bien, on souhaitait travailler, réfléchir sur comment on peut améliorer ce quotidien. Donc, en plusieurs temps. Premier temps, état des lieux. Deuxième temps, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place. Troisième temps, sortir un guide de bonnes pratiques qui va permettre aux bailleurs sociaux d'appréhender la bonne démarche. On aura le témoignage d'ailleurs dans la 3e table d'un des bailleurs sociaux qui est présent ici. Merci Myrtille. Avant-dernière intervenante, Anaïs. Anaïs, vous êtes directrice du pôle Care Management de Marguerite. Encore une autre forme d'accompagnement. Pouvez-vous nous expliquer comment vous travaillez chez Marguerite et qu'est-ce que vous proposez pour accompagner les gens? Bonjour à tous, merci. Du coup, je suis la directrice du pôle Care Management chez Marguerite, qui est une plateforme nationale d'accompagnement opérée en distanciel par des care managers qui sont des professionnels de santé et des experts en intervention sociale, tous avec des thématiques d'accompagnement spécifiques. Le care manager vise à faciliter le parcours de vie des personnes en mettant vraiment au centre de leur accompagnement le bénéficiaire et très généralement l'aidant, qui a une place toute importante dans ce parcours. Donc notre base d'accompagnement est basée sur l'écoute active. Voilà, il faut prendre le temps d'écouter les personnes afin de créer du lien, créer de la confiance et pouvoir progressivement identifier toutes les problématiques rencontrées dans leur quotidien. Cette phase, elle est très importante et elle nous permet derrière de pouvoir proposer
une multitude d'axes d'amélioration dans le projet de vie de la personne qu'on va venir prioriser. Donc le care manager, c'est vraiment la personne qui va faciliter la connexion avec notre écosystème qui est très riche, mais malheureusement difficile d'accès pour les personnes confrontées à la fragilité. Donc le care manager fait vraiment le lien avec les services d'aide humaine, les services d'adaptation du logement, les services de technique, les services médicaux, le lien social, la culture, les problèmes de mobilité, et va venir fluidifier tout ce parcours progressivement. Et votre spécificité donc, chez Marguerite, c'est que vous faites ça à distance. Donc ça m'avait un peu surprise quand vous en avez parlé. Et je voulais vous demander, Anaïs, est-ce qu'on peut accompagner à distance ? Tout à fait. Alors, ce n'est pas une problématique pour nous, puisqu'aujourd'hui, l'objectif n'était pas de rajouter un acteur sur les territoires, le millefeuille de la coordination, comme on l'appelle, mais d'aider les personnes à se rendre vers le meilleur des dispositifs. Après, chaque acteur est compétent pour intervenir sur son champ d'intervention et réaliser son évaluation dans le cadre de la mise en place, par exemple, d'un service d'aide humaine, dans le cadre d'une adaptation du logement, c'est un ergothérapeute qui va faire l'évaluation à domicile, etc., etc. Mais c'est d'accompagner les personnes à. Alors, il me semble que c'est également la vocation du DAC, dispositif d'accompagnement et de coordination. Marion, hein, c'est bien le terme. Donc, Marion, vous êtes, directrice du Girondac. Vous étiez préalablement pilote de ce qu'on appelait les MAIA, une MAIA sur le Médoc, et vous étiez également directrice d'un réseau de santé. Vous avez été nommée préfiguratrice par l'ARS pour structurer le DAC de la Gironde, appelé Girondac, et vous avez eu un rôle moteur dans cette réforme en qualité de présidente de la fédération des 12 DAC de la Nouvelle-Aquitaine. J'aimerais que vous nous expliquiez, c'est quoi ces fameux DAC dont tout le monde parle et personne ne comprend très bien parfois l'intérêt, les objectifs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la façon dont vous avez procédé en Gironde pour constituer ce DAC et aujourd'hui, en quoi ça consiste très concrètement ? Ça va être assez simple, hein, puisque la chance d'intervenir à la fin, c'est qu'on a une parfaite illustration de ce millefeuille qui a été abordé par chacun. Pendant des années, on a eu une approche par pathologie ou alors par public. J'ai une maladie d'Alzheimer, je suis en situation complexe, je suis accompagnée par la MAIA, il y a le réseau palliatif, le réseau cancéro, et donc ça forçait les professionnels et les usagers à avoir une vraie visibilité. Donc l'ambition de Girondac, ça a été vraiment de simplifier les choses. Un numéro de téléphone, une porte d'entrée régionale, quelle que soit la problématique, quel que soit le public, on accompagne. Donc on a un volet information, orientation, on répond aux usagers et aux professionnels. Et après, notre expertise, elle est vraiment sur la coordination des situations. Donc coordination simple, jusqu'à la coordination complexe. On ne va pas se mentir, on est par effet de subsidiarité, parce qu'il y a plusieurs acteurs parfaitement identifiés sur la capacité à coordonner des situations complexes. Situation complexe, elle n'est pas complexe du fait d'une pathologie, elle est complexe du fait d'un cumul de problématiques qui, imbriquées sur le champ social, sanitaire et médico-social, rendent la situation complexe. On peut penser au syndrome de Diogène, on peut penser aux personnes qui vivent dans des contrées un peu reculées où il y a peu d'aide, où on a une famille qui est épuisée, un logement qui n'est pas du tout adapté, des difficultés financières, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même pléthore de dispositifs qui nécessitent vraiment des moyens financiers. Donc là, c'est des professionnels qui sont formés, qui vont au domicile, qui évaluent la situation et qui, après, organisent le plan d'action. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est constitué, ce DAC ? Alors, l'ambition, c'était de poser une nouvelle association, de sortir de la culture territoriale avec des dispositifs qui étaient portés par des acteurs clés sur les territoires pour créer une réelle gouvernance territoriale équilibrée, partagée. Donc, on a vraiment l'ensemble des acteurs qui sont représentés au sein de la gouvernance. Et ensuite, on a vraiment rassemblé les équipes avec leurs expertises, un transfert des équipes qui étaient initialement portées. Donc on a des réseaux, des MAIA,
Et l'idée, c'était vraiment que ces professionnels soient intégrés dans une association qui est pensée pour la coordination de parcours. Donc vous avez procédé à une fusion finalement de tous ces acteurs. Les mots ayant leur importance, on a parlé d'unification des dispositifs, mais l'idée, oui, c'était bien de rassembler tout le monde. Et vous me disiez que l'intérêt, c'était pour les salariés notamment, une homogénéité, formation, rémunération, statut. Une harmonisation, et historiquement, dans les déploiements, ça part des initiatives. Donc on avait par exemple, à Bordeaux, une équipe énorme et conséquente parce qu'il y avait l'expérimentation PAERPA, et à côté, le territoire des Graves, où on avait 3 professionnels. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une équité en termes d'accompagnement, de volumétrie, de file active. Et ensuite, c'est vraiment la force d'avoir un dispositif qui est pensé pour la coordination de parcours. C'est vraiment l'approche parcours, en fait, qu'on utilise tous. Et oui, mais c'est pour ça que vous êtes là. Tout à fait. Mais c'est important parce qu'on est vraiment... Et le nombre de salariés dans ce DAC est assez considérable. Hein. Vous m'avez parlé de 80 personnes, je crois. Oui, entre 70 et 80, on est en train de structurer. Après, c'est pas loin de 4000 personnes qui sont accompagnées aussi. Donc, effectivement... Voilà, donc c'est quand même une grosse machine mise au service du parcours de vie des personnes. Je me tourne vers Olivier, qui est un peu un ancien combattant du PAERPA, puisque Olivier a participé au PAERPA en 2014. Et ce PAERPA était censé, à l'époque, être la solution pour éviter les ruptures dans le parcours. Et vous avez eu, Olivier, à Bagatelle, une des 9 Maya également, hein, de 2017 à 2020 ou 2021. Comment vous réagissez devant ce nouvel organisme, enfin je ne sais pas comment l'appeler, cette nouvelle association qui apparaît et qui donc permet de... Est-ce que ça apporte un plus pour vous? Oui, moi je pense que la grosse difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est de trouver une articulation et pas une coordination, parce que je plagierais Jean-Jacques Amiot qui écrivait quand même en 2008 le Serial Coordinator. Donc je pense qu'effectivement c'est une continuité du PAERPA qui a été le premier plan effectivement au niveau des parcours. Ensuite il y a eu la transformation des Maya qui étaient des maisons pour les personnes Alzheimer en méthode d'action. Ensuite en PTA, plateforme territoriale d'appui, et maintenant, parce qu'on adore ça en France, hein, et il y a même Libo qui parle d'autre chose encore, donc maintenant en DAC, donc dispositif d'appui à la coordination. Moi je pense que oui, et Marion l'a dit, simplicité. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de simple. Un numéro d'entrée qui puisse permettre, on le retrouve d'ailleurs avec la Marguerite, sur cette volonté d'être simple. Ensuite, il y a l'histoire de ces 9 territoires qui se retrouvent en un, quelque part, et donc qui permettent des passerelles beaucoup plus rapides. Et je pense que de sortir aussi de la pathologie, comme l'a dit fort justement Marion, et de s'adresser à la personne dans ce qu'elle est, enfin je reviens, c'est des fondamentaux, ça paraît tellement évident, mais les évidences, il faut toujours les dire. Donc la personne dans ce qu'elle est, dans son fil de soi, dans son histoire de vie, et comment elle veut continuer à évoluer, je pense que c'est des passerelles qui peuvent très vite arriver grâce au DAC. Comme nous, on essaye, il ne faut pas oublier, parce que je ne parle que de la personne, il ne faut pas oublier ce que l'on essaye aussi de faire intra-Bagatelle, des passerelles avec la gériatrie, et donc pouvoir avoir des cursus pour les personnes en fonction de leur vie, etc., facilités, comme on a des passerelles avec Corian à côté les flots, pour essayer de trouver effectivement sur un territoire. Moi, je ne voudrais pas qu'on s'écarte du territoire, mais je sais que Marion est complètement dans cet esprit-là, et qu'on garde vraiment cet ancrage. On l'a très bien entendu avec M. Gendreau. Effectivement, il y a quand même une histoire de la personne dans ce qu'elle est, dans ses murs. Ce n'est pas pour rien que je parle toujours de son habiter chez lui. Alors, le verbe Olivier, habiter n'est pas neutre. Donc, je rebondis donc sur cette idée de coopération, de proximité, de grande proximité. Clovis, donc Olivier a fait allusion donc à cette coopération que vous êtes en train de tisser depuis un certain temps déjà. Hein. Donc il faut savoir que c'est des voisins, ils habitent tous les deux non loin l'un de l'autre à Talence, et il s'est créé au fil du temps effectivement des échanges, comment ça se préfigure et comment ça s'organise, en quoi ça consiste. Olivier a déjà traduit un petit peu pas mal de choses. Bon, les flots c'est assez facile en fait, hein. On est voisins.
75% de nos patients sont âgés de plus de 80 ans. Et parmi eux, on a plus de la moitié des patients qui viennent du pôle sanitaire Baïa, Bagatelle et Robert Picquet, puisque les deux sont associés. Et donc, dans ce fait-là, on a une coopération qui existe historiquement, hein, enfin, je ne compterai même pas les années, mais historiquement, qui existe, qui est pertinente, utile et qui est très opérationnelle. Après, sorti de ça, on a fait un constat qui est irrémédiable, c'est les multicouches de prise en charge, de particularités, d'associations, font qu'aujourd'hui, le repérage est compliqué pour le patient, pour l'aidant, mais aussi pour les professionnels de santé. Aujourd'hui, moi le premier, j'ai découvert pas mal de choses en faisant ces matinales, et pourtant, on est dedans. Donc l'idée, initialement, de l'expérimentation Bagatelle, Baïa, Corian, les EHPAD sont aussi intégrés, c'est de se dire mais comment on fait pour être mieux lisible, repérable, et surtout être plus efficace quand on sait qu'une période aiguë, une problématique aiguë pour une personne âgée, plus ça dure, et plus ça va être compliqué à repartir sur autre chose. En tout cas, à traiter. Donc on a commencé il y a un petit moment de ça. Là, on est un peu plus dans le vif du sujet parce qu'on était 3 autour de la table au départ, on est une quinzaine maintenant. Le PAERPA, ça fait longtemps qu'on est mobilisé avec le PAERPA. La Maïa de Bagatelle, on les connaît par cœur, la PTA. Bon, le DAC va arriver certainement. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre tous les intervenants autour d'une table et de se dire comment on fait. Alors probablement que la solution du DAC est une des solutions sur lesquelles il va falloir qu'on intervienne. Donc voilà un petit peu l'idée, c'est de rendre lisible et repérable ce qui est fait sur le territoire. En tout cas, c'est une expérimentation qui est très locale. Et si ça fonctionne, il va falloir exploiter ça au niveau CHU, au niveau voilà. En tout cas, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Ok, donc en fait, ce que je comprends, c'est qu'il va falloir effectivement que cette initiative locale, comme tu dis, s'articule avec le DAC. J'ai quand même donc cette question de me dire, mais finalement, un acteur, par exemple, comme Petit-Fils ou un acteur comme la Marguerite, également, doivent-ils finalement également ou peuvent-ils idéalement s'intégrer dans la démarche du DAC? Élodie, est-ce que vous avez collaboré précédemment avec la Maïa et est-ce que vous pensez qu'il y a une collaboration possible avec Marion, à qui je repasserai la parole tout à l'heure pour répondre? Alors effectivement, aujourd'hui, pas vraiment ou pas encore. Nous, on vient du secteur privé, donc c'est vrai qu'on ne connaît pas non plus tout ce qui se fait dans le public. Et comme Clovis l'a bien dit, grâce à ces matinales, on a appris plein de choses, donc ça c'est chouette. Donc voilà, et on a vraiment cette envie de participer à tout ce maillage. Je pense qu'on a tous quelque chose à apporter. On a tous envie, surtout, de travailler ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, comme le disait Myrtille dans son explication également, je pense qu'on fait tous un petit peu à côté, que nous aussi, nous, le secteur privé, en tout cas, je parle pour moi et aussi pour Marguerite, on a tous envie aussi de s'assembler avec ce secteur public. Et je pense que voilà, on est tous, il y a de la place pour tout le monde et on a tous envie aujourd'hui de travailler ensemble pour aider ce parcours et aider les personnes âgées au mieux. Donc Marguerite, la parole est à Marguerite. Est-ce que Marguerite est un DAC privé ou est-ce que Marguerite, c'est autre chose et ça va aussi réussir à s'articuler avec le DAC? J'espère. Je pense que la différence, en tout cas, nous comme on l'entend, c'est qu'aujourd'hui, on est mandaté par des caisses de retraite, par des bailleurs sociaux, par des groupes de protection sociale ou bien même des entreprises qui ont décidé de faire bénéficier de l'accompagnement par un care manager au bénéfice de leurs retraités, de leurs aidants, de leurs collaborateurs. Et du coup, il me semble que la démarche est davantage d'aller vers avec des personnes qui ont été préqualifiées au sein de leur structure et de pouvoir orienter vers les DAC quand nécessaire les personnes afin de fluidifier les parcours. Il me semble qu'au niveau du DAC, on est plus vers l'aller vers où vous êtes reconnu sur le territoire comme un acteur pouvant accueillir une demande. Et du coup, il me semble complémentaire qu'on puisse effectivement travailler ensemble. Alors, on va terminer avec Marion pour le droit de réponse par rapport à tous ces acteurs qui vont rentrer dans cette nébuleuse du DAC. Marion, de votre point de vue, donc, comment les équipes du DAC vont-elles s'articuler avec tous ces opérateurs?
Et je vous demanderai de terminer également sur l'aspect formation, on va en parler. Tout à fait. La notion clé, c'est la subsidiarité, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire à la place de tout le monde, et donc si vous êtes en coordination plutôt simple sur une orientation de la famille ou de la personne sur telle ou telle ressource, on n'a pas de plus-value. La plus-value, elle va être quand il y a une difficulté, une complexité, et c'est pour ça que j'insistais sur cette notion de situation complexe. Après, effectivement, je vous rejoins, il y a beaucoup de travail. J'aurai le double des équipes, et c'est ce qu'on se disait hier soir en conseil d'administration, tout le monde sera au travail, parce qu'après, on peut rentrer dans une logique de prévention et de ne pas attendre que les gens soient dans la rupture de parcours pour pouvoir stabiliser le maintien à domicile. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde, et je pense que la clé de la fluidité des parcours, c'est la coopération, et donc c'est sur des instances comme ça où justement ça permet de formaliser, de prendre à tâche, parce qu'on n'a pas tous le temps de connaître tout le monde. Et la Gironde est un territoire où il y a beaucoup de personnes. C'est vrai qu'on est sur ce changement d'échelle. On a parlé des territoires, et il est clair que on est structuré sur une échelle départementale, mais avec une réelle expertise des territoires, c'est-à-dire qu'on a un référent par territoire. La moindre rue, le moindre village de Gironde est affecté à un référent. Donc ça permet un maillage territorial et une connaissance très fine des territoires. Donc Marion, on termine pour faire la transition avec la prochaine table sur la formation, parce que vous êtes également référente pédagogique à la faculté sur les métiers de la coordination, même si Olivier n'aime pas le terme de coordination, coordination de parcours. Comment vous pensez que ces nouveaux métiers vont pouvoir se développer à l'avenir, et comment seront-ils financés également ? Alors, ces nouveaux métiers sont là. On sait qu'en France, la formation, parfois, il y a une petite phase de latence entre la création, l'innovation, le nouveau métier et la formation. Donc, l'enjeu, il est bien sûr de pouvoir former et d'avoir un discours qui soit calqué sur la réalité de l'écosystème, puisqu'on voit qu'il est mouvant, qu'il évolue rapidement. Donc, l'ambition, elle est vraiment là, d'avoir un diplôme qui puisse préparer les professionnels, les former sur les différents acteurs, les champs. Et c'est en train de se structurer à l'échelle nationale avec une vraie mise en relation des universités pour qu'il y ait une cohérence nationale. Et puis surtout aussi la formation avec le HESP sur l'ambition de former les directeurs de DAC, puisque c'est mouvant, c'est nouveau. La Nouvelle-Aquitaine a 2 ans d'avance. La loi prévoit cette fusion pour juillet. Donc les autres régions sont en ordre de marche, et l'idée, c'est bien sûr d'animer un réseau ensuite des DAC. Merci beaucoup Marion. On était donc venus à Bordeaux, on a bien fait. C'est effectivement une région pionnière en matière de parcours de vie des personnes âgées. Je vous remercie tous pour votre apport très riche. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice, je crois, ce matin, sur les parcours de vie. Est-ce que... Voilà, je vous demande de rester quelques temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, je m'appelle Romel Divry, je suis infirmier de coordination dans l'entreprise Corian. Les acteurs de terrain, ceux qui sont à l'œuvre en permanence, toute la journée, quand on leur parle de coordination ailleurs, sur les autres endroits qui sont à côté d'eux, ils sont souvent étonnés de se rendre compte que on n'a pas prévu avant. Quand on travaille dans un EHPAD et que on voit arriver une personne, un aidant épuisé, qui n'en peut plus, qui dit moi je peux plus, ou alors qui a eu un accident, bras cassé, etc. Et puis que c'est demande en urgence, la PTA qui nous appelle, qui nous dit ah, j'ai une situation complexe, il faut absolument que vous trouviez une place en urgence, etc. On se dit mais une personne qui est en situation de dépendance à domicile, elle a 90% de chance d'avoir cette situation qui lui arrive dans sa vie. Et c'est au moment où l'accident arrive qu'on leur dit alors il faut faire remplir le CERFA par votre médecin traitant. Mais comment on peut attendre que, alors que cette personne est déjà aidée, elle est suivie par des gens à domicile, des professionnels, comment cette personne peut arriver à un moment sans qu'on ait prévu la suite? Et c'est surtout ça qui m'étonne dans la coordination, c'est formidable, hein, répondre aux besoins de la personne et à ses désirs.
Mais il faut aussi, entre les besoins et les désirs, il faut aussi je pense, pour que la coordination devienne de plus en plus efficace, c'est de la prospective. Prévoir ce qui va se passer ensuite. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour nous tous. C'est-à-dire que quand un médecin traitant fait le diagnostic d'une perte cognitive chez un de ses patients, il faudrait tout de suite qu'il commence à prévoir la suite. Qu'est-ce qui va se passer ? Et ça, je pense que c'est vraiment l'axe d'amélioration sur la coordination qu'on pourrait avoir. Je vous remercie. Marion. Je vous remercie pour cette intervention qui illustre parfaitement l'échelle de la temporalité. Et dès qu'on fait des réunions entre professionnels de l'institution, du domicile, c'est pointé. Ce qu'on ne visualise pas dans la coordination, c'est que parfois les coordonnateurs de parcours vont passer 6 mois à établir un contact avec une personne pour franchir le portail. Et donc, derrière, on ne peut pas arriver dans cette logique de prévention, et on nous le dit souvent, mais pourquoi la personne n'est pas sous tutelle? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Parce qu'on travaille avec la personne, la famille, et il y a la phase d'acceptation. Et donc, il y a vraiment ce respect de la temporalité. Après, je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette notion d'anticipation, et c'était un peu l'objet de ma logique de prévention, en vous disant que si on démultipliait les équipes, on pourrait aller un peu plus loin. Là, on soigne l'urgence, et effectivement, on vous appelle en vous disant... Voilà, c'est vraiment l'interconnaissance des acteurs, la coopération, qui fait qu'on se connaît, on peut s'alerter, et on sort de ce pourquoi je suis missionné, ce pourquoi je vais au domicile. On a un regard partagé autour de la situation, et c'est vraiment, à mon sens, les clés d'amélioration et du développement de cette logique de prévention pour éviter toutes les situations que vous avez pointées. Merci pour cet échange un peu court. On n'a pas répondu sur l'histoire sur la notion de territoire. Je crois que c'est quand même important de revenir là-dessus. Excusez-moi, je suis un peu tenace, mais je pense que la notion de territoire, il y a terre dans territoire. C'est quelque chose de très concret en fait. Le territoire, c'est pour moi, et je me trompe peut-être, je m'adresse aux sociologues là. Tu peux monter sur scène si tu veux. Le territoire, c'est l'espace de proximité. Et c'est quelque chose qui est ressenti comme étant l'espace vital de proximité. Et donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas de région, au sens où la région, c'est quelque chose d'administratif, c'est quelque chose également de culturel, mais c'est beaucoup plus vaste, la région, pour moi. Je me trompe peut-être, Serge. Mais je pense que la notion de territoire a du sens. Ah bah, elle a tellement du sens que quand on veut évacuer les territoires, ils reviennent, ils s'imposent. Parce que les gens, ils viennent d'un endroit, quand on se rend compte, on se demande d'où on vient, quoi. Hein, ça fait partie du jeu normal. Régis Debray, il y a longtemps, avait écrit un livre qui s'appelle Éloge des frontières. Et une frontière, il disait, c'est quand il y a un dedans et un dehors, comme chez soi. Si j'ai un chez moi, c'est que je peux inviter ou je peux ne pas inviter des personnes à venir chez moi. D'où l'importance de cette notion de chez soi et les territoires. On a voulu beaucoup les agrandir. On parlait en aparté, le territoire dans lequel nous sommes là aujourd'hui est quand même très large. Et parfois, il dit pas grand-chose aux personnes. Et quand la personne doit imaginer faire 400 km, et ainsi de suite, ça veut plus rien dire. Donc c'est vrai que on a souvent voulu dans nos sociétés agrandir en pensant que ça serait plus efficace, où il y aurait une échelle qui serait plus efficiente, qui serait plus productive, et ainsi de suite. Et souvent, on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse. Qu'en fin de compte, on perd du temps, on perd de l'argent, on perd de l'ancrage, et on perd surtout, peut-être que ce qui est le plus grave, c'est on perd de la confiance. Pourquoi il y a une telle défiance entre nous? Il y a plein de raisons, mais une des raisons, c'est qu'on ne se connaît pas. Et plus vous avez un territoire qui est grand, plus c'est impossible de se connaître. Hier, il y en avait 2 là qui ont découvert qu'ils habitaient quasiment l'un en face de l'autre, quoi. Et donc, il y a aussi le plaisir de se dire, mais finalement, on est des pays. On est des gens, on a quelque chose en plus à partager. Ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas avec d'autres personnes, mais on partage ça aussi. Et sans doute que le vieillissement, le soin, c'est aussi la redécouverte de la lenteur. Et Pierre Sanso, éloge de la lenteur, là aussi un éloge. Mais la lenteur, avec l'âge, on prend aussi la lenteur. Et la lenteur aujourd'hui, c'est aussi une découverte. Ça amusera monsieur l'adjoint de la mairie de Bègles. Mais la lenteur, c'est aussi la redécouverte d'une notion écologique centrale. C'est pas dépenser,
pas faire n'importe quoi, respecter la terre, c'est souvent aussi aller plus lentement. Il faut des territoires lents d'une certaine manière, et pour qu'un territoire soit lent, il faut aussi qu'il soit relatif, il faut qu'il soit lent et allant d'ailleurs, Voilà. qui donne aussi envie. Tout le sens de ce qu'on a essayé d'expliquer sur ce tricotage lent territorial. Oui, c'est. Merci beaucoup. C'est la notion de tissu. Voilà. Il faut tisser. On va peut-être laisser la place au prochain. Alors on vous remercie, on les applaudit.